Bonjour, je m'appelle Daniel Aknouk. Bonjour, c'est Nathanaël Guidalia. Entrez. Bien entré. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Guidalia. Je suis en terminale STG, spécialité comptabilité et finance des entreprises, au lycée Daniel Meyer à Montreuil. Et donc, pour commencer, dans un premier temps, je vais vous parler de mon étude, puis je vais vous parler de mon projet. Alors, mon sujet d'étude porte sur la prévision en gestion. J'ai réalisé ce travail sur une durée de 12 heures auquel s'ajoutent environ 13 heures de travail personnel et de recherche et de synthèse. Dans un premier temps, je présenterai ma démarche de recherche, puis je vous présenterai mes principales conclusions. Concernant ma démarche de recherche, j'ai donc choisi un des 3 thèmes nationaux, et j'ai choisi la prévision en gestion, contrairement au suivi des clients et traitement des matérialisations comptables. J'ai choisi la prévision en gestion, car pour moi, le terme prévision me marque un peu plus, et ainsi que gestion. Pourquoi ? Parce que la prévision, c'est une conjoncture basée sur des calculs, des données économiques, et c'était ce qui m'avait intéressé le plus, d'où j'ai choisi ce thème-là. À partir de ce thème-là, j'ai donc choisi un sous-thème, et je me suis intéressé à la gestion des stocks d'une entreprise agricole. Pourquoi je me suis intéressé à la gestion d'une entreprise agricole ? Parce que on est toujours confronté, en comptabilité notamment, dans les études de cas, à des entreprises, notamment dans le secteur secondaire et tertiaire. Et moi, je m'intéressais notamment au secteur primaire. Je voulais m'intéresser pour une fois au secteur primaire dans une entreprise agricole. Donc, pour mobiliser mes recherches documentaires, j'ai utilisé principalement Internet, parce que je ne pense pas que c'est à partir des bouquins qu'on peut trouver le maximum d'informations sur une entreprise agricole. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai mobilisé beaucoup cet outil-là. J'ai utilisé notamment les opérateurs booléens, c'est-à-dire les signes plus, à partir desquels j'ai utilisé quelques mots-clés, à savoir les mots-clés que j'ai utilisés, c'était gestion des stocks, entreprise agricole, logiciel de gestion des stocks, stock d'engrais, entreprise secteur primaire, que vous pouvez retrouver ici dans ce document-là. Ensuite, j'ai donc sélectionné 4 annexes que j'ai notées selon plusieurs critères. Vous le voyez ici. Donc les critères ici, c'est ma grille d'analyse que je vais donc vous présenter tous mes documents. J'ai donc évalué sur 4 critères, à savoir l'actualité, la fiabilité, la pertinence, la présentation, et chaque critère est noté sur 5. Auquel au final vous aurez donc un total de sur 20 points. Donc je vais donc vous présenter mon premier document. Le premier document est donc une entreprise sur la gestion des stocks, que vous pouvez voir ici, il est présenté sur 4 pages. Voilà, c'est donc mon annexe 1. Alors comment je l'ai noté ? Je l'ai noté sur 1 sur 5 au niveau de l'actualité, parce qu'il n'est pas récent, il date de 2008. Et donc c'est pas vraiment un document récent, donc je lui ai mis une note très basse au niveau de l'actualité. Par contre, j'ai trouvé qu'il était fiable, pertinent, et la présentation était bien. On a des images, comment marche un peu la gestion des stocks dans les entreprises agricoles. J'ai trouvé vraiment bien présenté, il donnait assez d'informations, il était assez bien présenté. En ce qui concerne l'annexe 2, je vous le montre tout de suite. Il s'agit de ce document-ci. Voilà. Alors, moi j'ai choisi de le noter de cette manière-là. Je l'ai noté je lui ai mis 4 sur 5 au niveau de l'actualité parce qu'il est récent, puisqu'il date de l'année 2011. Je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il est fiable au niveau des données, on peut lui faire confiance à toutes les informations qu'il nous apporte. Il nous renseigne bien sur les méthodes de gestion des stocks. Il est pertinent, je lui ai mis également 4 sur 5. Je lui ai mis par contre 3 sur 5 au niveau de la présentation, parce que vous pouvez voir qu'il est moins bien présenté que le premier annexe. Pour le document 3, c'est celui-ci, qui est sur plusieurs pages, 3 pages, voilà. Et il nous explique 4 pages, pardon, et il nous explique en fait la présentation d'un logiciel de stock dans la gestion des stocks d'une entreprise agricole. Je lui ai mis 2 sur 5 au niveau de l'actualité parce qu'il est très vieux, il date depuis un certain temps.
date de 2009 il me semble. Et je lui ai mis 4,5 sur 5 au niveau de la fiabilité et de la présente pertinence parce qu'il est bien organisé, il y a les paragraphes, etc. On peut voir qu'il y a beaucoup d'informations, que la richesse des informations est intéressante. Et je lui ai mis 4 sur 5 au niveau de la présentation parce que je trouvais qu'il était surtout bien organisé et bien fait. Et donc, ensuite, pour terminer mon dernier document, l'annexe 4 sur les réseaux entreprises Canada, que vous pouvez retrouver ici. Et donc, je lui ai mis... alors, qu'est-ce qu'il sait? Après, ce document, il apporte des informations à propos de la gestion des stocks d'une entreprise, notamment canadienne, puisqu'elle est spécialisée dans la gestion des stocks d'une entreprise agricole. Je lui ai mis 4 sur 5 au niveau de l'actualité, 4,5 sur 5 au niveau de l'actualité parce qu'il est vraiment très, très récent, il date de 2012, et il est souvent mis à jour, et régulièrement, tous les 3 mois il est mis à jour. 4 sur 5 au niveau de la fiabilité parce que les informations sont fiables, 4 sur 5 au niveau de la pertinence, et 3,5 sur 5 au niveau de la présentation parce qu'il n'est pas mieux présenté que notamment l'annexe 1. Voilà, au niveau des critères que j'ai fait par rapport à mes différents documents. Et pour les outils informatiques que j'ai mobilisés pour mes recherches et la rédaction de ma synthèse, j'ai utilisé l'ordinateur, le scanner, l'imprimante et la clé USB. Et voilà, et ainsi que le logiciel de traitement de texte, à savoir Word. A partir de ça, je vais donc maintenant vous donner mes principales conclusions sur mon étude, que vous avez donc pu voir ici, et que vous pouvez retrouver un peu dans la conclusion, ici suivant. Moi je vais vous dire ce que j'ai retenu dans mes principales conclusions. Donc, pour introduire mon sujet, c'est donc la prévision en gestion que j'ai choisie comme thème national. J'ai donc étudié la gestion des stocks. Et donc la problématique de mon étude va être la suivante. Quelles sont les différentes méthodes de gestion des stocks et les outils informatiques qui existent? Donc pour répondre à cette question, j'ai donc fait un plan en 2 parties. Première partie, quelles sont les différentes méthodes de gestion des stocks et les outils informatiques, basés sur l'annexe 1, 2 et 4. Et j'ai fait une 3e partie centrée sur l'annexe 3, en l'appelant les outils informatiques avec notamment Sphinx Manager. Pour ma première partie, donc les différentes méthodes de gestion des stocks, eh bien, dans le cas d'une entreprise agricole, on peut voir qu'il y a différents composants dans son stock. D'ailleurs, une entreprise agricole se distingue par des règles de valorisation, et il existe justement différentes méthodes pour ces règles de valorisation. Comme dans une entreprise industrielle et commerciale, une entreprise agricole a également une gestion des stocks. Mais elle a toutefois une particularité. Et cette particularité, c'est qu'elle repose sur un stock à rotation lent, et elle a des déductions pour investissement. Ce qu'il faut savoir ainsi, c'est que lorsqu'il y a une cessation d'activité, les stocks vendus sont parfois sur plusieurs années et génèrent des bénéfices agricoles qui restent toutefois taxables à la TVA, et il peut y avoir une liquidation totale des stocks. Enfin, il existe des distinctions spécifiques selon les produits, notamment la gestion des stocks d'une entreprise agricole. Par ailleurs, les stocks en entreprise se distinguent par différentes fonctions, et la gestion des stocks est réalisée aussi selon plusieurs méthodes. Pour vous citer par exemple PBC et JAT. JAT qui veut dire juste à temps. À partir de l'annexe 4 maintenant, qu'est-ce qu'il apporte cette annexe? Il apporte des informations, et notamment pour établir un processus de gestion des stocks efficace. À partir de ça, je passe désormais donc à ma 2e partie sur les outils informatiques qui ont été mobilisés, basés sur Sphinx Manager. Et bien beaucoup d'entreprises utilisent et disposent de ce logiciel aujourd'hui. Et donc Sphinx Manager, il fournit un état des stocks, historique de mouvements divers, magasins, entrepôts. Il autorise les entrées et les sorties de manière manuelle ou automatique. Il calcule la valorisation des stocks, il effectue des inventaires complets ou tournants, il permet de connaître instantanément les stocks sur tous les dépôts, il assure le suivi en temps réel des mouvements des stocks, il assure la traçabilité totale. Il y a une distinction aussi, notamment dans la gestion des achats, des stocks et des ventes, notamment pour ce logiciel qu'on peut voir. Par ailleurs, il permet d'effectuer des facturations manuelles, il y a des statistiques qui sont disponibles sous forme de tableaux et graphiques. Il fournit également des résumés détaillés. Et il y a des avantages sur les paramètres et l'interactivité avec notamment les autres logiciels informatiques. Et également, il y a des enregistrements qui sont totalement illimités. Et d'ailleurs, il intègre des modules et gère l'après-facturage. Ainsi, à partir de cette partie, je vais donc vous dire ma conclusion. Ma conclusion, c'est que l'intérêt d'étudier une entreprise agricole, c'est que ça permet de voir qu'il y a différents composants, des règles de valorisation, et que la gestion des stocks dans une entreprise agricole, elle s'effectue par différentes méthodes comme PBC et JAT, et selon différentes méthodes qui vont se dématérialiser, comme on peut le voir avec notre logiciel Sphinx Manager. Et donc, ce logiciel-là, justement, la particularité, c'est qu'il rend la gestion des stocks automatique et qui facilite désormais la gestion d'une entreprise, notamment agricole. J'en ai terminé pour ma conclusion, je passe désormais à mon projet. En ce qui concerne mon projet, mon projet alors été de créer une entreprise. Il a été réalisé avec 2 de mes camarades. Nous l'avons réalisé sur une durée de 16 heures, auxquelles vont s'ajouter 20 heures de travail personnel.
Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le contexte dans lequel nous étions confrontés. Par la suite, je vais vous exposer les différents problèmes auxquels on a été confrontés également, moi et mes associés. Puis je vous présenterai les différents travaux individuels et collectifs, et j'évoquerai les problèmes et solutions que nous proposons. Et puis je vous parlerai également des technologies que nous avons mobilisées pour réaliser cette simulation de création d'entreprise. Donc, nous sommes 3 associés. Et nous décidons de créer une entreprise dans le cadre d'une activité industrielle sous le nom de BGSC, Bracha Guidalia Spinoza Corporation. Le statut juridique de l'entreprise correspond à une société à responsabilité limitée. C'est-à-dire qu'on fait une distinction entre les biens patrimoniaux et les biens personnels. Et donc chaque client pourra donc choisir son t-shirt, puisque notre intérêt est d'acheter des t-shirts qui vont représenter des matières premières, auxquelles nous allons, à partir de ces matières premières, rajouter le design sur le t-shirt, et donc on répond ainsi à une activité industrielle. Et on va mobiliser des ressources financières, humaines et matérielles. Pour les ressources financières, nous disposons d'un apport en capital à hauteur de 40 000 euros. Et en ce qui concerne les ressources humaines, nous faisons appel à un salarié, un ingénieur en informatique. Et ainsi, à partir de tout ça, on va réaliser une simulation pour créer une entreprise et voir si notre entreprise peut assurer sa pérennité et être rentable à la fin de l'exercice comptable. Donc ainsi, pour vérifier si c'est le cas, on va donc établir différents travaux qu'on va se répartir, moi et mes associés, à savoir un cahier des charges, des amortissements selon les acquisitions d'immobilisation que nous faisons, un bulletin de paie, un compte de résultat prévisionnel, un bilan prévisionnel, un budget de trésorerie, des prévisions de vente et un seuil de rentabilité. Donc c'est ainsi que nous nous sommes répartis les tâches. Mes associés ont été chargés d'établir le cahier des charges, le bilan d'ouverture, le compte de résultat prévisionnel, le budget de trésorerie ainsi que le seuil de rentabilité. Pour ma part, j'étais chargé d'établir les prévisions de vente, les plans d'amortissement des différentes immobilisations que nous avons acquis, ainsi que le bulletin de paie. Et je vais donc vous parler de mes travaux sur le projet que j'ai donc réalisé. Donc, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait sur le projet. Alors, comme vous pouvez le revoir ici, on a donc réparti les tâches sur ce document-là. Là, vous pouvez voir le cahier des charges, c'est pas moi qui fais ce travail-là. Voilà ce que j'ai commencé comme premier travail. Faire des prévisions de vente. Pour vous expliquer ce document-là, vous pouvez voir que nous avons acheté des t-shirts, des pulls et des polos, puisque nous considérons que nous pouvons faire un design sur des t-shirts, des pulls et des polos. Nous avons bien évidemment pris en compte les différentes tailles d'un point de vue marketing, avec, on s'est dit, 20% pour les S, 30% pour les M. On a regardé vers quelle taille, principalement, les gens achètent des t-shirts, globalement. Donc on a un prix d'achat de t-shirts de 1,38, pull 6,80 €, pour les polos 3,59 €. On a mis un prix de vente pour les t-shirts de 20 €, pour les pulls 40 €, 30 €, parce que nous considérons qu'un flocage, et ça a quand même une valorisation, ça demande d'augmenter les prix. Et puis surtout, nous rajoutons dans ça 5 € pour chaque prix. Pourquoi? Parce qu'il faut bien livrer ces t-shirts. Et donc nous utilisons l'entreprise de logistique DHL, qui nous demande 5 € de charge, justement, pour pouvoir vendre nos t-shirts. Ainsi, on arrive, en se fixant des objectifs et en prenant bien évidemment en compte le principe des saisons, puisque selon les saisons, bien évidemment, en été on va acheter des t-shirts, en hiver on va acheter des pulls ou des polos. Et à partir de ça, on va arriver à un total de 56 345 €. Et donc, c'est notre total que nous faisons à partir d'avoir acheté des t-shirts, des pulls et des polos qu'on va revendre plus cher. Et donc, on va donc revendre 9 800 t-shirts, que vous pouvez voir là, 2310 pulls, 1910 polos, et on va donc réaliser un chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires correspond au prix de vente fois les quantités, un chiffre d'affaires de 345 700 €. Après, on fallait bien prendre en compte dans nos prévisions de vente que nous faisions une variation des stocks. Comme notre entreprise démarre au 1er janvier 2013, nous n'avons pas de stock initial, d'où on a zéro au t-shirt, au pull et au polo. Et avec nos entrées et nos sorties, on va arriver à un stock final total de 20 233 €. Voilà pour les prévisions de vente. Je passe aux différentes... Derrière, vous pouvez retrouver les différentes formules Excel qu'on applique pour relier les données informatiques et pour relier toutes les données qu'elles sont calculées. Passons maintenant au plan des amortissements. On a considéré dans un premier temps qu'il fallait faire un amortissement sur une presse pneumatique. La presse pneumatique, c'est du matériel industriel, dans le compte 2154 sur le plan comptable. Eh bien, on a donc choisi d'acheter une presse pneumatique. Alors déjà, elle coûte 14 490 € en valeur achetée, puisque les amortissements s'effectuent en valeur hors taxe et non pas TTC. On a considéré qu'on allait avoir une valeur résiduelle au bout de 10 ans de 2000 €, puisque la valeur d'acquisition correspond
la base amortissable correspond à la valeur brute moins la valeur résiduelle. Et donc on la met en mise en service le 1er janvier 2013, mais toutefois nous avons pris en compte que nous allons le faire non pas de manière linéaire, mais par unité d'œuvre. En quoi ça consiste un amortissement par unité d'œuvre? Vous avez donc en 2013, on considère que voilà, notre presse pneumatique va donc réaliser 14-20 flocages sur les t-shirts. Et sur au total de 10 ans, on estime, en faisant une prévision, arriver à 223 443 flocages sur les t-shirts au bout de 10 ans. Donc pour réaliser le calcul sur l'annuité, on fait donc la base amortissable multipliée par 14 020 divisé par le total. Et ainsi, on obtient notre annuité de 783,69. Et ça, on la constate, c'est ce qu'on doit payer un peu au fur et à mesure de chaque année. Genre, pour faire la valeur, après le cumul des annuités, c'est que vous additionnez au fur et à mesure des années toutes les annuités que vous avez là, c'est-à-dire que là, bon, c'est 783,69, et ici, 1645,75 s'obtient par 783,69 plus 862,06. Voilà. Et la valeur nette comptable s'obtient par la valeur brute, ça veut dire 14 490, et comme on a une valeur résiduelle, eh bien on prend pas la base amortissable. Donc on prend bien en compte la valeur brute, et on retranche donc le cumul des annuités dont on obtient cette valeur-là, et on arrive aux 2000 qui sont nos valeurs résiduelles. Pour le reste des amortissements, très vite, nous avons fait un amortissement sur l'IMAC, sur un mode d'amortissement qui est linéaire, c'est-à-dire on l'a fait sur le temps. Comme on considère que notre amortissement va être sur 5 ans, on a une valeur brute de 2049 €, donc un taux de 20%. Et donc, vous pouvez voir que l'annuité est constante de 409,80 €, c'est-à-dire que pour chaque année, ce sera la même valeur. La valeur comptable, comme il n'y a pas de valeur résiduelle, vous obtiendrez 0 à la fin, ce qui est forcément logique. On a également pris en compte qu'il fallait faire un amortissement sur du matériel informatique et du matériel mobilier, c'est toujours fait dans la même idée, de manière linéaire et sur 5 ans. Ici, et le dernier. Alors le mobilier, on a considéré qu'on a voulu tout regrouper au niveau du cahier des charges pour faire du mobilier, pour 3 438 €. Et donc, on arrive ainsi à un mode d'amortissement, parce qu'on s'est basé sur le plan comptable général de 2010, on considérait que c'était plus intéressant de mettre ça dans un amortissement plutôt que de passer en charge des acquisitions de fauteuils, filiales, etc. Voilà pour les amortissements. En ce qui concerne le dernier travail que j'avais à réaliser, c'était donc le bulletin de paie, que vous pouvez trouver juste après les formules que vous avez ici. Donc concernant le bulletin de paie, nous avons décidé de recruter un ingénieur en informatique, qui justement, cet ingénieur en informatique, vous pouvez voir que voilà, quand on sait que ce bulletin de paie, le bulletin de paie, il résulte des obligations d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on retrouve bien évidemment le nom de l'entreprise, l'emploi qu'il effectue au sein de cette société. On part de la valeur brute de 1 900 € parce qu'on considère qu'il faut le rémunérer à ce salaire-là, l'ingénieur en informatique. Pour vérifier ça sur cette salaire brut, nous sommes allés sur le site desmétiers.net pour vérifier que voilà, à partir de quel montant on pouvait rémunérer un salarié. Donc on part de la base et on voit que les différentes cotisations que l'on prend sur le bulletin de paie. Nous avons bien mis à jour les différents taux de cotisation à partir du bulletin de paie de l'année 2013. Nous sommes allés vérifier sur le site justement du gouvernement qui met en place ces différentes cotisations qu'on doit appliquer. On arrive donc à un salaire net de 1 432,26 €. Le salaire net s'obtient par la différence, par le salaire brut moins les cotisations salariales. On a 407,74 de cotisations salariales que vous retrouvez ici. On a également pris en compte les cotisations patronales. La somme des cotisations patronales fait 836,80 €. Donc le total des cotisations fait 1244,54 €. Ainsi, les charges personnelles seront de 1 900 plus 407,74 €. Voilà en ce qui concerne le bulletin de paie que vous avez ci-joint. Donc je vous ai donc exposé mes différents travaux que j'ai réalisés au sein de ce projet. Ainsi, en répartissant les différentes tâches, on a réussi à retrouver notre partie double sur le compte de résultat et le bilan d'ouverture, puisque le principe de ces deux documents essentiels à la fin de l'exercice comptable, c'est bien évidemment de retomber sur nos pieds, donc retomber sur la partie double. Et donc on a eu un seuil de rentabilité de 88 880,12 €, il me semble. Et ainsi, sur la base d'une année, malgré des soucis de crédit de TVA, puisque c'est-à-dire on devait de la TVA sur le premier trimestre de l'année 2013, on a quand même réussi à avoir une TVA décaissée à partir du mois de mai, et on a réussi à assurer notre pérennité et être rentable à partir de tout ce qu'on a réalisé à partir de là. Et les technologies qu'on a mobilisées pour arriver à ce travail-là, sur le traitement de texte avec notamment Word, le tableur, c'est-à-dire Excel, et nous avons également utilisé le Internet, la clé USB et l'imprimante également. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour mon étude de mon projet. Tu commences? Oui. Donc, on va revenir à l'étude. D'accord. Je
je veux revenir juste. Vous avez dit que pour le classement, hein, Oui. pour l'annexe du Canada, Oui, oui. vous avez dit que c'était vieux. Non, j'ai dit que j'ai mis 4,5 sur 5 au niveau de l'actualité, parce que ce document est souvent mis à jour et mis à jour. Excusez-moi. Pardon, c'est pour l'annexe 3. Vous avez mis 2 sur 5. Oui, parce qu'il date quand même de 2009 et que c'est Oui. comme l'annexe 1, il datait de 2008. J'ai choisi quand même de le mettre parce que je trouvais qu'au niveau de la fiabilité et la pertinence, ce serait dommage de ne pas les mettre. Maintenant, j'ai mis quand même ces notes là parce qu'ils sont, quand faut être honnête, ils datent de 2008 ou 2009. Donc est-ce que c'est idéal? Non. Mais voilà, après moi j'ai considéré qu'ils étaient quand même intéressants pour mon étude. D'accord. Vous avez dit que c'était vieux, mais quand même pas récent. C'est un peu récent quand même, 2009 par rapport à. Non, parce qu'on demande pour le baccalauréat justement d'arriver, de ne pas dépasser 5 ans. Donc on est quand même vers 5 ans. Donc c'est limite. Oui, c'est limite. Mais c'est acceptable. Et votre probabilité. Excusez-moi. Votre problématique. Alors, mon problématique sur l'étude. Oui. Alors, la problématique, c'est quelles sont les différentes méthodes de gestion des stocks et les outils informatiques qui existent. Et votre plan, c'était. Les différentes méthodes de gestion des stocks. Et la deuxième partie, c'est les outils informatiques, à savoir notamment Sphinx Manager. Ma première partie est basée sur l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 4. Tandis que sur la deuxième partie, c'est basé sur l'annexe 3. D'accord. Vous pouvez expliquer le regroupement? Pourquoi l'avoir fait basé sur l'annexe 1, 2, 4 et le deuxième l'annexe 3? Parce que je considérais, si vous voulez, que l'annexe 1 et 2 apportaient se regrouper par rapport à leur thème dominant, c'est-à-dire la gestion des stocks, comment on voit les différentes méthodes, PBC et JAT. Et justement, le document 4, c'est un exemple concret justement de ce qu'on peut voir de la gestion d'une entreprise agricole, dans la gestion des stocks d'une entreprise agricole justement. Et donc moi j'ai mis dans la même partie, parce que je trouvais que ça se correspondait bien. Et pour l'annexe 2, bah, si vous voulez, c'est un peu la suite de ma problématique, c'est les outils informatiques qui sont mobilisés. Et donc vraiment, pendant l'annexe 3, excusez-moi, l'annexe 3 il mobilise bien justement les outils informatiques dans cette partie. Donc je pensais qu'il fallait faire une partie déjà dans un premier temps pour les différentes méthodes de gestion des stocks, et une deuxième partie pour les outils informatiques. D'accord. Et votre conclusion, vous avez dit que c'était. Vous avez choisi de faire l'entreprise de secteur primaire parce qu'il y avait différents composants. Oui. Qu'il y avait différentes méthodes. Oui, les règles de valorisation, oui. Lesquelles? Alors, tout de suite. Les différents composants, par exemple, je vais vous citer les matières produites par l'exploitation. Les matières consommables, les emballages, les animaux, les produits de l'exploitation non encore vendus, par exemple, tels que les céréales, les productions en cours de cycle, comme les cultures, par exemple. Après, au niveau des règles de valorisation, elles sont selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Et par ailleurs, on peut dire que, si vous voulez, il y a des approvisionnements non encore utilisés qui sont évalués, par exemple, par leur prix d'achat. Pour les règles de valorisation, par exemple, on a la méthode, la règle FIFO, First In, First Out, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Ou LIFO. Excusez-moi, première entrée, première sortie, que vous voulez dire par première entrée, première sortie? Si vous voulez, quand on peut voir dans les stocks de... quand on peut voir, vous voyez, quand on a vu dans le cadre de mon entreprise, la création d'entreprise, vous voyez dans les prévisions de vente, je vous ai montré par exemple la valorisation des stocks. Donc, pour vous montrer, si on repart sur le document, je prends cet exemple-là, je vous fais un projet pour vous montrer le meilleur exemple concret pour moi, pour vous expliquer. Vous avez un stock initial, comme je vous avais dit, au départ qui est de 0, puisqu'on démarre notre activité en 2013. Mais si notre activité était déjà démarrée en 2012, on n'aurait pas 0 au stock initial en 2013. Là, vous voyez, first time, c'est première entrée. Les entrées, ce sont tous les achats qu'on va faire au niveau des matières premières. Et les sorties, ce sont tout ce qu'on va vendre. Et donc au final, vous arrivez à un stock final, c'est-à-dire la différence entre vos sorties et vos entrées, qui vous donne donc le stock final. Et donc, bien sûr, il faut bien prendre en compte la différence entre les prix d'achat, le prix de vente, c'est évalué selon le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré. C'est là où on fait la différence en fait entre le prix d'achat et le prix de vente. Et donc, voilà comment je peux vous illustrer pour répondre à votre question. Il y a aussi la méthode LIFO, c'est-à-dire LIFO, c'est l'inverse de FIFO, si vous voulez. C'est-à-dire on prend en compte d'abord les sorties et après on prend en compte les entrées.
Très bien. Et vous avez dit que votre projet s'appelait comment, votre entreprise? C'est la création d'entreprise de BGSC, c'est-à-dire Bracha Guilieli Spinoza Corporation. On a décidé de BGSC? on a décidé en fait de prendre nos noms d'associés et de mettre une corporation pour créer notre entreprise. On pensait que c'était pas mal de mettre comme ça, un peu comme le font les gens qui créent leur entreprise. Juste une question, pourquoi avoir choisi une entreprise de t-shirt? Pourquoi? Parce que si vous voulez, on s'intéressait un peu au flocage de t-shirts et notamment un peu par rapport à ce qu'on côtoyait, etc. On était parti, on a pensé que le t-shirt c'est un peu sympa, on voit souvent des gens dans la rue qui portent des t-shirts, qui aiment bien avoir un design différent, etc. Ça donne une originalité chez les gens et ça permet de se distinguer. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion, j'ai un ami par exemple qui veut essayer de créer une entreprise dans le flocage de t-shirt, il démarre doucement avec une page internet, etc. pour développer son entreprise. Pour moi il n'a pas encore créé une entreprise, mais on s'est intéressé à ça et surtout parce que je trouvais ça intéressant de le voir. Et puis c'est un peu le design, on voit souvent des gens dans la rue qui portent des t-shirts un peu floqués maintenant. Ouais. Ça peut être sympa aussi d'avoir un t-shirt, je pense, à son goût, à ce qu'on a envie de représenter, à ce qu'on a envie de défendre. Vous nous avez dit dans votre projet que dans les prévisions de vente, normalement, vous allez en hiver, vous allez acheter plus de pulls et de polos que de t-shirts. Oui. Pourtant, moi, ce que je vois dans votre graphique, c'est quantité achetée en janvier et février des mois d'hiver. Je vois 2000, je vois 800, alors que les pulls et polos, je vois 1000 et 500. Alors, si vous voulez, je me suis basé sur l'idée, d'abord sur une première idée. Je me suis dit d'abord, les t-shirts, ça se vend toujours un petit peu, même en hiver. Donc quand on démarre une activité, si vous voulez, en janvier, comme ça, on doit avoir un stock initial, si vous voulez. Parce qu'au fur et à mesure que les ventes avancent, on va avoir un stock d'alerte. Qu'est-ce que c'est le stock d'alerte? C'est la quantité à partir du moment où vous ne pouvez plus, si vous voulez, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Je suis dans mon entreprise, par exemple, voilà, j'ai un client, il veut me commander 25 t-shirts floqués. Et il me reste plus que 20 t-shirts. Bah, je peux pas lui répondre à sa commande. Donc j'ai mon stock d'alerte. Donc je fixe un stock d'alerte. Donc il faudra que je fixe mon stock d'alerte à 30 dans ce cas-là, justement, pour pouvoir passer une nouvelle commande. Et c'est ce que vous pouvez voir là. Par exemple, on achète des t-shirts pour se remplir parce qu'on considère qu'au début, notre activité va être très vite rentable, elle va très vite marcher. Parce que comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir dans le cahier des charges, on a un référentiel web. Et avec Internet, ça va très vite, ça va à la vitesse, si vous voulez, je dirais, une vitesse folle. Et donc on peut très vite, notre activité peut marcher très très vite, si vous voulez. Donc moi je considère que voilà, il a fallu quand même acheter, on a fait un principe. On a toujours acheté un peu plus de t-shirts parce que ça se vend tout le temps, parce que les gens quand même ils porteront toujours un t-shirt, et après ils mettront quand même un pull. Mais voilà, il y a des gens qui achèteront toujours un t-shirt. Mais j'en ai pris quand même en compte le principe des saisons. Voilà, parce que si. Par exemple, mais si vous voulez, par exemple, c'est les achats. Là où on peut voir le principe des saisons, c'est quand on vend les quantités. Vous pouvez voir par exemple ici que les pulls, on a eu plus de pulls à vendre que de t-shirts ou de polos en février, si vous voyez, dans les prévisions des ventes. Pareil, en mars, ça s'équilibre entre les t-shirts et les pulls, puisque le printemps arrive. Voilà, mais après, vous voyez qu'en juin, il y a une sacrée différence. Oui, c'est normal, puisque c'est voilà. l'été. C'est logique qu'il y ait plus de t-shirts en juillet et septembre que... Voilà. Mais c'est plus dans les quantités à vendre que vous verrez le mieux que voilà, la demande du consommateur selon les saisons. Au niveau des achats, c'est juste une question pour faire un stock. C'est pour ça qu'on achète tout initialement et on remplit au fur et à mesure qu'on a dépassé un certain stock d'alerte. Très bien. Vous nous avez dit aussi que, si je me souviens, oui, je n'ai pas compris en fait votre amortissement. Alors un amortissement, si vous voulez, vous faites une immobilisation. Vous avez une différence entre les charges et les immobilisations. On passe en charge dans le compte des charges parce que c'est dans le plan comptable. Vous avez 8 comptes. Les 5 premiers vont dans le bilan, le compte 6, 7 et 8 vont dans le compte de résultat. C'est quoi la différence entre le bilan et le compte de résultat? C'est, si vous voulez, tout ce qui est compte de résultat, compte 6, compte 7, c'est les charges et les produits. Les immobilisations, ça regroupe la catégorie de la classe numéro 2 dans le plan comptable. Et donc, si vous voulez, nous, une immobilisation, c'est quoi la différence avec une charge? C'est que la charge, vous la payez tout de suite. Et souvent, il y a des critères pour les charges. S'il est lié à l'activité, ça passera en charge. On peut passer ça en charge. Mais, si vous voulez, l'idée fondamentale pour faire la distinction entre une charge et une immobilisation, si c'est inférieur à 500 € hors taxe, vous passez ça en charge. Si votre produit est supérieur à 500 € hors taxe, vous passez ça en immobilisation. Il y a aussi une autre question qu'on me rend compte, c'est si votre produit est durable ou pas. C'est-à-dire si c'est un investissement sur la durée, sur le long terme, le moyen terme, ce que vous voulez. Nous, on a considéré que notre presse pneumatique, comme vous pouvez voir, c'est ce qui va faire le flocage des t-shirts. C'est ça qui va nous permettre de faire, par exemple, vous me demandez demain, vous voulez un t-shirt
avec un design, etc., avec un nom prénom, je sais pas ce que vous voulez, une image qui vous est bien. Bah, je passe le t-shirt, la matière première que j'ai acheté, le t-shirt blanc, que vous voulez ça sur un t-shirt blanc, et puis vous m'avez fait le dessin, et bah, j'applique le dessin, il utilise justement des couleurs qui font partie des matières premières également, et il passe justement ça, et vous avez votre t-shirt floqué, et puis moi je vous l'envoie par le moyen logistique DHL justement, et donc vous avez ça. Donc là vous pouvez voir que comme ça coûte 14 490 € hors taxe, on ne peut pas forcément passer ça en charge, on le passe forcément en immobilisation. Et aussi ça nous permet bien évidemment de payer ça plus tard, en plusieurs fois si vous voulez, on le paye donc en 10 ans, à plusieurs reprises, et c'est mieux pour l'entreprise que si vous voulez, si on payait toutes les immobilisations d'un seul coup, on aurait dû faire un emprunt bancaire. Il vaut mieux éviter d'avoir un emprunt bancaire parce qu'on a des dettes envers les banques, et on a des charges d'intérêt également, donc on fait ça fait des une charges faillite de financières. l'entreprise. Exactement, on n'arriverait pas, si vous voulez, à avoir un bénéfice, surtout que notre intérêt, si vous voulez, quand on démarre une entreprise, on crée une entreprise, les 3 associés ne gagnent pas de l'argent au final. Pour le moment, celui qui gagne de l'argent, c'est l'ingénieur d'informatique. Et donc, vous voyez, comme on est arrivé, globalement, comme l'activité marche bien et qu'elle est viable et durable, je pense qu'on va pouvoir, sur la semaine qui suit, à pouvoir avoir des dividendes. Donc le but de votre entreprise en fait c'est de vendre des t-shirts, des polos et des pulls, oui. Mais c'est des designs personnalisés par le client. Exactement, c'est-à-dire avec notre site web, le Est-ce que référencement. vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul à le faire? Il y a des exemples comme Shortinator par exemple qui passent très souvent à la télé, qui font ça, vous avez beaucoup de concurrents. Vous devez prendre ça aussi en compte dans votre prévision de vente. Justement, alors, par rapport, là vous parlez un peu d'un moyen marketing, nous avons fait une étude du marché, et nous avons regardé quels étaient les différents prix par rapport à ça. Et donc nous avons regardé les prix, et donc nous avons mis 20, 30, 40 €, et on est largement, par rapport aux concurrents, on a un bon prix. Voilà, et aussi on est situé à la Garenne-Colombes, notre local est situé à la Vous pouvez Garenne-Colombes. dire 20 € à prix fixe, n'importe que. Le t-shirt est à prix 20. Quel que soit le design. Le design. Sans éléments. Flocage, je veux dire. C'est 20 Avec €. le flocage, c'est 20 €, quel que soit le flocage. C'est le consommateur qui choisit le flocage par le biais de notre site web, et d'ailleurs il peut le créer. Et le transport, c'est via. Via le DHL, c'est l'entreprise C'est de le truc logistique. qu'il avait dit à 5 €. Et j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous expliquer clairement ce qu'est l'unité d'œuvre ainsi que linéaire? Parce Alors, que pour l'unité d'œuvre, vous avez juste formulé une formule, oui, et vous n'avez pas expliqué. alors excusez-moi, je vous explique tout de suite. Si vous voulez, dans un amortissement des immobilisations, il y a deux types d'amortissement, à savoir l'amortissement linéaire et l'amortissement par unité d'œuvre. Qu'est-ce que c'est la différence entre un amortissement linéaire et un amortissement par unité d'œuvre? Prenons l'amortissement linéaire. C'est en fonction du temps, votre durée d'utilisation. Si je prends, dans le cadre de mon projet, l'IMAC, et bien l'IMAC, si vous voulez, on la répartit sur le temps, parce que la différence, si vous voulez, une machine, comme la presse pneumatique, elle va s'abîmer sur son utilisation. C'est-à-dire, à force de floquer, elle a une utilisation, sa durée de machine, c'est-à-dire à un certain moment, elle va, voilà, une durée de vie, justement, parce qu'un amortissement, si vous voulez, il est déterminable par l'entreprise en fonction de son usure physique, de son évolution technique, et aussi par ailleurs en fonction des règles juridiques. Et donc, en fonction de son évolution technique, eh bien, il s'abîme. Et donc, une presse pneumatique va s'abîmer plutôt sur son usure physique, contrairement à un IMAC, du matériel mobilier. Parce que si vous voulez, le matériel mobilier, comme c'est un ensemble de choses qu'on a requis dans un seul amortissement, eh bien, l'amortissement justement de ce matériel mobilier, eh bien, ça va mieux marcher si vous voulez, parce que le mobilier, si vous voulez, on peut passer en charge, donc ça s'abîme très vite, on peut très vite en racheter facilement en tant que charge. Voilà. Alors que la presse pneumatique, c'est plus quelque chose qui est sur la durée. Et dans 10 ans, il y aura des meilleures machines par rapport à celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on estime qu'on va avoir une valeur résiduelle. On pourra revendre cette machine à 2000 € pour certaines personnes. Et donc, elle a une usure physique. Voilà. Parce que les machines seront plus performantes à l'avenir dans 10 ans. C'est une évolution du produit. Ça, c'est pour linéaire. Ça c'est par unité d'œuvre. Ah. C'est ça la différence entre ce qu'on prend en amortissement par unité d'œuvre et linéaire. L'IMAC, on le fait linéaire parce que c'est en fonction du temps. Parce que si vous voulez, ça va pas s'user un IMAC forcément. Un iMac va durer très longtemps normalement avec la performance qu'a mis Apple pour réaliser son iMac. Donc il n'y a pas forcément une usure physique à un ordinateur. Je pense pas qu'un iMac, si vous voulez, soit remplaçable par un PC. Vous voyez ce que je voulais. Donc c'est plus un amortissement sur la durée. Et la presse pneumatique, par contre, ça va s'abîmer. Donc on passe un amortissement par unité d'œuvre. Donc c'est en fonction du nombre de flocages. Si par exemple vous achetez une voiture demain, vous l'amortissez parce qu'elle coûte cher, elle peut coûter 20 000 € cette voiture. Eh bien, vous allez amortir en fonction du nombre de kilomètres que vous avez parcouru chaque année. À la fin de l'année, au bout des 10 ans, votre voiture est usée,
vous voulez la revendre. À 1800 €, vous l'avez acheté 20 000 €. Et bien vous aurez fait 500 000 km. Et bien chaque année, vous allez faire 10 km. 10 000 km par exemple la première année. Donc vous faites, pour calculer votre annuité, vous faites la base amortissable, c'est-à-dire vous prenez votre valeur brute, votre valeur résiduelle que vous estimez d'ici 10 ans, c'est-à-dire ici 14 490 moins 2000, ce qui vous fait une base amortissable de 12 490, et vous prenez votre base. Alors attention, la formule est différente en fonction d'unité d'œuvre et linéaire. Pour l'unité d'œuvre, vous faites 12 490, que vous multipliez par 14 020, votre première année, ça c'est le nombre de flocages de t-shirts que nous aurons effectué sur l'année 2013. Et vous divisez par le total. Et vous obtenez 780%. Par contre, pour un mode d'amortissement linéaire comme ça en fonction du temps, c'est différent. Vous prenez votre valeur brute, comme il n'y a pas de valeur résiduelle, ça restera 2049, puisque la valeur d'acquisition... Parce que justement, une valeur résiduelle, c'est quand vous considérez que dans 10 ans, vous allez revendre votre bien. Alors que là, vous ne revendrez pas votre iMac, parce qu'il n'y a pas un PC qui sera meilleur que l'iMac dans 10 ans. Là, c'est ça, avec l'évolution... Avec l'évolution oui, technique qu'on a ces jours-ci... Oui, d'accord, mais après, c'est un débat. Nous, on a considéré, dans le cadre de notre entreprise agricole, que c'était mieux que sur 5 ans, on n'allait pas avoir quelque chose qui allait être mieux qu'un iMac à 27 pouces, si vous voulez. Là, c'est actuellement ce qu'ils vendent mieux, vous regardez le marché, et ça coûte 3 000 €. Nous, on a réussi à l'avoir à 2049, chacun son opinion. Voilà, moi, nous, on a vu de ce point de marketing, c'est... Voilà. Après, si vous voulez, on a pris les 2049, on a divisé par le taux. Enfin, si vous voulez, le taux, quand vous déterminez le nombre d'années, vous faites 100, c'est toujours sur la base de 100, vous divisez par le nombre d'années. Donc 100 divisé par 5, vous avez 20%. Donc vous faites 2049 divisé par 5, et par lequel vous multipliez par, comme la date de mise en service c'est le 1er janvier 2013, bah vous faites simplement 1049 divisé par 20%, par 5, ça vous fait 409,80. Par contre, si vous démarrez le 1er juin, 1er juillet 2013, là il faudrait prendre en compte seulement 6 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Parce que vous faites un amortissement jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous ferez 2049 divisé par 5, multiplié par 6 sur 12. 6 mois sur 12. D'accord? Et si c'est le 15 ou le 13 d'un mois, vous faites en fonction des jours. Vous faites sur la base de 360. Parce que en comptabilité, c'est pas sur 365 jours, c'est toujours sur 360 jours. C'est les principes de la comptabilité. Parce qu'on considère qu'on s'arrête à 30. 12 fois 30 jours. D'accord. Excusez-moi de vous contredire, mais je peux prendre, si je prends l'exemple de votre iMac, je suis désolé de le dire, mais il y a en ce moment beaucoup d'innovations technologiques qui sont très intéressantes. Comme par exemple, Intel a fait une conférence il n'y a pas longtemps qui montre que l'iMac sera bientôt très dépassé parce qu'ils vont sortir des nouveaux processeurs très puissants. Donc vous ne pouvez pas faire une base d'amortissement sur l'avenir alors que vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Alors pour répondre aux questions, quand même vous savez que l'iMac est quand même très puissant. Je n'ai jamais dit le contraire. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir l'ordinateur, prendre après un iMac. Parce que c'est pour justement l'ingénieur d'informatique, parce qu'il va devoir faire le référentiel web, créer les différents designs des t-shirts. Vous prenez un seul. Parce que nous, si vous voulez, les associés, on va se prendre du matériel informatique. Le matériel informatique, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs choses. Il y a justement nos ordinateurs, par exemple. Mais l'iMac, si vous voulez, c'est justement pour l'ingénieur informatique, puisque, si vous voulez, quand on fait le design de quelque chose, bah justement, il faut un grand ordinateur à 27 pouces comme celui de l'iMac. Et donc, l'iMac, comme on fait un amortissement 5 ans, on considère qu'il va durer très longtemps. Donc Je n'ai jamais dit qu'il ne durerait pas très longtemps, je dirais qu'il serait dépassé dans... Oui, mais si vous voulez, on va le garder. On va le garder toujours. Est-ce qu'on va revendre ça, un iMac? Est-ce que vous pensez qu'on peut revendre un iMac? Non, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Je vais vous dire, pourquoi avoir choisi parmi toutes ces tâches la prévision des ventes, l'amortissement et le bulletin de paye? Alors parce que si vous voulez, ce qui m'intéresse dans la prévision, c'est avoir des conjonctures, faire des idées sur la base de calcul. Mais est-ce que vous avez pris au moins l'avis de vos collègues sur ces tâches? Sur l'avis de mes collègues? Oui. On a décidé de se répartir en fonction des différentes tâches, et donc on pensait que c'était mieux que je fasse les amortissements parce que je me débrouille un peu mieux sur les amortissements, les prévisions de vente. Voilà, ça me parle plus. Si vous voulez, les amortissements, c'est que du calcul. Moi, c'est un peu ce que j'aime notamment, et c'est ce que j'aime beaucoup en comptabilité, c'est beaucoup les calculs, etc. Tout ce qui est tout ça, amortissement, etc. Et tableaux avec les Excel, etc. Moi, c'est quelque chose qui me parle, et puis j'avais l'habitude aussi de faire sur mes exercices dans l'année du baccalauréat, de faire mes exercices sur Excel, notamment pour les amortissements, puisque ça demandait à le faire sous la forme de tableau. Au niveau des prévisions de vente, comme c'est une conjoncture sur, comme je vous ai dit,
puisque j'aime bien la prévision, moi, voir des conjonctures sur la base de calculs, etc., bah, ça m'a intéressé de faire la prévision des ventes. Et puis j'aimais faire bulletin de paie parce que ça demandait à aller à faire une recherche au niveau des taux. Moi, ça m'intéressait de voir comment avait évolué aussi le bulletin de paie au niveau des taux, etc., par rapport à l'année, ça m'intéressait de faire ça. Très bien. Justement, en parlant de bulletin de paie, expliquez-nous le fonctionnement d'un bulletin de paie. Alors, vous avez un salaire brut que l'entreprise fixe, 1900 euros. L'ingénieur en informatique, d'après le site des métiers.net, il gagne au départ 1700 euros minimum. Nous, on a quand même mis 1900 euros minimum. On a décidé de recruter un jeune. 1900 brut. Voilà, en brut. On considère qu'on veut recruter un jeune qui vient d'entrer dans le marché de l'emploi. Et donc, on va recruter un jeune qui vient de sortir d'une école d'ingénieur, par exemple. D'accord. Et à partir de ça, on va mettre bien évidemment tous les taux qui doivent être respectés, à savoir l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance familiale, retraite complémentaire, chômage, pôle emploi et divers avec ses charges, voilà, ses CSG, etc. Bon, toutes les charges de sécurité sociale. Voilà, exactement. Retraite, complémentaire, non complémentaire, enfin voilà. Tout ça basé sur une assiette avec 1900 euros de base. Vous avez les différents taux qui s'appliquent. Sur l'année 2013, on a regardé parce que vous savez, chaque année, les taux changent. On a entendu que vous avez regardé sur le site, etc. Voilà. Et donc... Et qu'est-ce que c'est dire vous pouvez m'expliquer cotisation patronale? Alors, j'en ai pas compris. Vous savez, dans le contrat d'un travail, on établit un bulletin de paie. Et bien, le bulletin de paie, il a justement différentes choses. On cotise pour la suite. Vous avez un salaire brut. On retranche, vous devez cotiser, vous le salarié, pour votre retraite. Vous cotisez 407,74 euros à partir de toutes les cotisations que vous avez effectuées. Donc il vous reste 1492,26 euros. Ouais. Donc vous faites le salaire brut moins les cotisations et vous obtenez votre salaire net. 1492,26 euros. Pour le salaire, par contre, vous savez que pour l'entreprise, il y a des charges de personnel. C'est-à-dire vous devez déclarer ça. Combien ça vous coûte vos charges de personnel? C'est 1900 plus 836,80 vos cotisations patronales. Je rappelle que le total des cotisations donne 1244,454 euros. Mais là, vous nous expliquez les formules de comment on obtient une cotisation patronale. Mais je vous demande, c'est quoi cotisation patronale? Ça fait partie des mentions obligatoires que doivent payer une entreprise. Parce que si vous voulez, il n'y a pas que le salarié qui cotise, c'est aussi les entreprises qui doivent cotiser pour justement... parce que vous savez, c'est les principes d'un bulletin de paie. On doit cotiser comme l'entreprise et le salarié doivent cotiser pour l'avenir. Et donc l'entreprise doit mettre ça dans les cotisations, c'est des règles qui sont fixées par l'État. Et expliquez-nous aussi le salaire imposable. C'est ce qu'on déclare. La différence entre le salaire net, c'est ce que vous gagnez, mais le salaire imposable, c'est ce que vous déclarez. Mais c'est quoi la différence entre ce que vous déclarez et le salaire net? Ce que vous déclarez, c'est ce que vous devez déclarer à l'État. Quand vous avez un bulletin de paie, il y a un principe, c'est que vous devez déclarer un salaire imposable. Et donc c'est 1545,71 euros. Et pourquoi c'est pas le même alors? Le même salaire. Pourquoi c'est pas le même salaire entre le salaire net et le salaire imposable? D'où vient les 1545? Vous n'avez pas expliqué pour le salaire imposable? Ça part de salaire brut ou du salaire net? Comment avez-vous fait pour avoir 1545 cette ordonnance pour le salaire imposable? Expliquez-nous. D'où sort ce chiffre? Ce nombre plutôt. Alors, c'est en fait, si vous voulez, c'est le salaire net auquel on ajoute la valeur D32, c'est-à-dire la CSG. La valeur D32? C'est-à-dire la valeur D32, si vous regardez la formule, c'est la valeur D32, c'est-à-dire vous regardez CSG et CRDS. Ce sont différentes cotisations aussi que l'on effectue. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que ça fait 53,45 euros. Donc c'est 1492,26 plus 53,45. Parce que si vous voulez, sur les principes qui sont exigés par l'État qu'on impose, c'est de prendre en compte le salaire net plus la CSG et CRDS non déductibles. D'accord. Okay. T'as d'autres questions? Non non plus. On vous remercie d'avoir participé à cet entretien et on vous souhaite une bonne journée. Mehdi, qu'as-tu pensé déjà dans un premier temps de cette étude? Je voulais te demander ton opinion à toi et Daniel. Donc, Mehdi, vas-y, commence. Alors, j'ai trouvé cette étude très intéressante parce que ça consistait à parler du secteur primaire, l'agriculture, alors que
Non, on n'a pas l'habitude de parler de la gestion des stocks de l'agriculture, secteur primaire. On connaît davantage... Sur le secteur tertiaire qui est majoritaire aujourd'hui. Voilà. Donc on a eu une petite vision des choses grâce à l'idée de Nathanaël sur cette gestion des stocks au niveau de l'agriculture. Une entreprise agricole. D'une entreprise agricole. Grâce aussi aux annexes qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'informations. Voilà, on a eu différentes annexes. 4 pour être exact. Qui nous ont montré la gestion des stocks. Une du Canada, une en France, et on a pu faire une comparaison. Entre les années, on a vu que c'était entre 2008 et 2011. La dernière étude que Nathan nous a présentée. Oui, et on a pu voir aussi leurs points communs, Et Daniel, toi, qu'est-ce que tu voudrais retenir et qu'est-ce que tu as envie de dire? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que l'étude nous a permis c'est en fait la gestion des stocks d'agriculture, c'est très intéressant en fait parce que techniquement c'est pas un sujet qu'on étudie tous les jours. Dans la société d'aujourd'hui, on a un secteur tertiaire très majoritaire et l'agriculture en ce moment est, on va dire, c'est pas le... c'est relégué au second plan. C'est relégué au second plan. Même si c'est important. On en parle moins souvent. On en parle moins souvent en fait. D'accord. Alors, une question, voilà, maintenant je voulais demander qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez aimé le projet sur la création d'entreprise, notamment dans le flocage de t-shirts, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Oui, parce qu'en fait ça montre en même temps... le projet est très intéressant parce que voilà, ça montre une originalité du projet. Et déjà on a un petit avant-goût de vie professionnelle. Et d'une création d'entreprise. On a vu aussi un bulletin de paye, comment c'était un bulletin de paye. Ainsi les taux et tout ça. Voilà, ainsi que les cotisations. Patronat salarial. Et comment est constitué le bulletin de paie en général. Voilà. Et nous avons vu aussi les amortissements. Nous avons appris que c'était linéaire, c'est-à-dire le temps. On a pris l'exemple de iMac avec un amortissement de 5 ans, linéaire. Et par unité d'œuvre. Par unité d'œuvre, le travail. Voilà, par unité d'œuvre. Ça, c'était 10 ans. C'est un peu différent. C'est plus en fonction de l'utilisation de la machine. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la comptabilité un peu? Est-ce que vous trouvez que c'est une matière intéressante? Ça va, on a remarqué que la comptabilité, il y avait beaucoup de... les chiffres, c'était plus axé sur les chiffres, les formules, les calculs. Oui, il y avait beaucoup de choses à retenir en fait. Beaucoup de choses à retenir. Ouais, comme tout à l'heure, tu avais dit le compte 2451. 2154 pour le matériel industriel. En fait, c'est en fonction d'un plan comptable général et on apprend les différents, comment ils marchent, comment ils fonctionnent. Voilà. Peut-être plus tard, vous aurez l'occasion de faire un peu de comptabilité. Je pense à Daniel qui va aller en école de commerce avec moi normalement. Voilà, donc, on verra. Ça dépend. J'espère que tu seras avec moi à l'ESG. Hein. Ça dépend. Je suis pas aussi à l'ESG. Il y a aussi beaucoup de personnes à Pasteur que je connais qui vont à l'ESG. Tu sais que Maya Riva. Autre chose, voilà, je voulais vous demander. Alors, Daniel qui est en ES, voilà, ça t'a permis de voir un peu, toi qui fais un peu d'économie, etc., mais t'es un peu dans le monde de l'entreprise, quelque part tu vois un peu ça. Là, c'est qu'on est quand même allé dans vraiment du concret précisément. On allait voir vraiment des choses concrètes. Est-ce que tu trouves ça vraiment intéressant? Qu'est-ce que tu peux dire quelle est la différence entre la théorie et le concret? Un peu toi qui fais beaucoup de théorie vu que t'es en ES. Quand on est en ES, on apprend beaucoup d'auteurs qui font de la théorie, comme tu as dit. On a par exemple, si je prends un exemple, la division du travail de Durkheim. On a des tas d'auteurs, des tas d'opinions d'auteurs et des solutions envisagées sur certains problèmes de la société d'aujourd'hui. Et quand on voit notre société d'aujourd'hui et concret, on remarque que c'est différent, qu'il y a une différence par rapport à la théorie et le concret, et voilà. Et mais dis-toi qui est en STI, qui touche plus à des sciences, qui est plus vers les métiers de l'ingénieur, qui fait du concret pour aller vers l'ingénieur. Alors qu'est-ce que tu penses du monde économique? Est-ce que tu trouves quand même que c'est un monde ouvert et peut-être tu ferais pas forcément ta porte à ça pour l'avenir? Ouais, c'est intéressant l'économie. Enfin c'est un peu la comptabilité là ce qu'on a vu. Là, j'avoue, c'est vrai, c'est que c'est la comptabilité là. Donc je dirais la comptabilité par rapport à ma spécialité qui est la SIN, système d'information numérique. On voit une différence. Nous on parle des fonctions logiques, etc. C'est plus sur
numérique, ce qui touche, Mathématiques. ça touche sur les ordi, ça. Alors que là, la comptabilité, on voit des formules, Des tableaux. voilà, on voit aussi des comptes, plein de comptes qui spécifiques à... En fait, c'est très minutieux Voilà, et tu vas c'est dire en très- STI, c'est très ouais. pointu. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup de vos questions parce que j'ai trouvé que vous étiez personnellement, vous avez vraiment m'avez beaucoup vraiment aidé, c'était intéressant et je me sens, après avoir été interrogé, vous étiez mis dans la peau on peut dire d'un jury, de m'avoir posé des questions, s'intéresser à mon projet, ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci à vous d'être venu aujourd'hui et je me sens prêt pour le baccalauréat après avoir fait ça avec vous et je vous remercie beaucoup. Voilà. De rien, Nathan. Rien.